Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut à toutes, salut à tous et surtout, salut le Turfu. Bienvenue dans l'émission qui explore l'actualité du futur. Ça y est, le mois de novembre est déjà là, toujours aussi gris, toujours aussi humide. Et un bon mois s'est déjà écoulé depuis la dernière fois qu'on a fait le point sur l'actu de notre drôle de monde, l'actu du futur évidemment. Aujourd'hui, on se pose, on prend un peu de hauteur et on jette un coup d'œil dans le rétro pour s'intéresser à celles et ceux qui ont donc fait l'actu du futur au cours des dernières semaines. Et tout ça sous forme de petits jeux, de petites devinettes avec 4 journalistes de la rédaction d'Uzbek Erika qui sont aujourd'hui autour de la table. Ils ont sélectionné une actu récente donc qui les a particulièrement interpellés et ils vont tenter de la faire deviner à leurs petits camarades. Quelle personnalité incarne quelle actu? Voilà ce qu'on va essayer de trouver, voilà à quoi on va jouer un peu ensemble. En tant que maître du jeu, je suis le seul à connaître l'identité de ces êtres mystérieux, nos journalistes m'ayant discrètement fait remonter leur nom. Les journalistes d'ailleurs, ils sont là, ils sont autour de moi et je vais tout de suite les saluer. Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Blaise. Vincent Louquet, salut Vincent. Salut Blaise. Et Romane Munier, qui est particulièrement contente aujourd'hui, vous comprendrez peut-être pourquoi plus tard. Salut Romane. Salut. Et évidemment Lucille Meunier qui est derrière la console aujourd'hui. Salut Lucille. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer avec un homme, un mâle blanc. Tout Et à fait, quel c'est homme moi. puisqu'il s'agit de Vincent. Vincent, je te passe tout de suite, sans aucune transition, le coussin de la parole. Oui, mais pour suis-je que- vraiment Vincent aujourd'hui? C'est Ah. ça. Je ne suis plus Vincent. Tu je t'es suis mis un dans la être peau mystère. d'un Oui. être mystère. Alors quel être mystère? Qui Dis-nous suis-je tout. Attention, top. Alors, je suis né le 1er décembre 1949. J'ai donc 69 ans et je suis très riche, avec une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars. Ma famille est d'origine espagnole et j'ai un oncle archevêque. J'ai aussi une première carrière comme économiste, diplômé de Harvard. J'ai travaillé à la Banque mondiale notamment. Mais je me suis surtout enrichi dans le monde des affaires, notamment en lançant les cartes de crédit dans mon pays. Et j'ai aussi détenu une chaîne de télévision, un club de foot et une compagnie aérienne. Et je pilote mon propre hélicoptère. Et puis, c'est quand même balèze. En 2010, enfin, je deviens président de la République. Je suis ensuite battu en 2014 et je suis à nouveau élu en 2017. Premier président de droite depuis la fin de la dictature, je suis libéral et conservateur, contre le mariage homosexuel, contre l'avortement. Je suis chilien, je suis président du Chili, je suis Sebastián Piñera. Il y a eu beaucoup l'avait de pas. sourcils levés, beaucoup de curiosité Ouais. face à Et oui, cet oui. amoncellement d'informations Un incroyables. homme étonnant, Et oui. qui sait faire beaucoup de choses. On connaît mieux son pays que sa biographie finalement. Voilà, donc on a appris beaucoup de choses sur Sebastián Piñera aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous parle de cet individu? Parce que le Chili traverse évidemment une crise énorme en ce moment. Le Chili traverse une crise sociale depuis la mi-octobre qui a fait beaucoup d'affrontements violents, 20 morts et plus de 1300 blessés au Chili ces dernières semaines. Alors tout a commencé le 18 octobre avec une annonce, celle de la hausse du prix du ticket de métro qui a été élevé pour les heures de pointe d'environ 3%. Alors ça peut paraître peu, ça fait 1,04 € le ticket, mais il faut savoir que le salaire médian au Chili est de 500 € par mois, ce qui n'est pas beaucoup, et pour un prix de ticket de métro qui est quasiment celui de la France, ou celui de Paris en tout cas. Et donc cette annonce a provoqué des émeutes, des stations de métro, des entreprises en centre-ville ont été incendiées, des barricades ont été levées, et dès le lendemain, le 19 octobre, la hausse du prix a été suspendue par Sebastián Piñera, qui a décrété dans le même temps l'état d'urgence et a déployé des milliers de militaires dans les rues, ce qui n'avait jamais été vu au Chili depuis la fin de la dictature de Pinochet. Donc ça a suscité beaucoup d'émotions. Les manifestations ont quand même continué dans plusieurs villes du pays. Et le 25 octobre dernier, une grève générale a été décrétée avec 1,2 million de gens qui sont allés dans la rue. Sachant que c'est un pays de 18 millions d'habitants. Donc c'était des manifestations assez énormes. Avec des vidéos incroyables qu'on a vues aériennes de Ouais. rues bondées. Ouais, On ouais. avait l'impression que c'était
le Chili avait gagné la Coupe du Monde. C'est ça, en plus C'était violent, malheureusement. C'était moins festif et plus violent. Ouais. Beaucoup de violence, d'incendies, de barricades. Alors pourquoi il y a eu toutes ces manifestations ? Je disais, l'élément déclencheur, c'était la hausse du prix du ticket de métro. Plus généralement, c'est une crise sociale contre la vie chère et surtout contre les inégalités. Parce que le Chili a longtemps été vu comme une espèce d'oasis en Amérique du Sud, comme le pays modèle, avec une forte croissance et un recul du taux de pauvreté dans le pays, mais les revenus sont ultra concentrés. Faut savoir qu'un tiers de revenus va aux 1% les plus riches au Chili, et qu'au total, un quart du PIB appartient à ces 1%. Donc c'est vraiment ce que dénoncent les manifestants. Alors donc Sebastián Piñera, en réaction, a apporté plusieurs réponses en urgence. Il a renvoyé un tiers de ses ministres les plus décriés. Il a rappelé les militaires. Il a annoncé quelques mesures sociales, une hausse des retraites minimum, un gel des tarifs de l'électricité. Et il a fini par s'excuser lui-même en personne, en disant « Nous n'avons pas été capables de reconnaître l'ampleur de cette situation d'inégalité et d'abus. Je vous demande pardon pour ce manque de vision. » Mais ça n'a pas suffi. Sebastián Piñera, milliardaire président, continue d'être contesté. Les manifestants, pour certains, appellent sa démission. Et puis les émeutes qui continuent ont aussi une autre conséquence. Sebastián Piñera a annulé l'organisation de la COP25 au Chili, qui devait se tenir du 2 au 13 décembre, qui est un peu une COP maudite, parce que c'est d'abord le Brésil qui devait l'organiser en 2018. Enfin, à l'époque, en 2018, elle a été annulée par le président Bolsonaro, lui-même très climato-sceptique. Pas très COP. Pas très COP compatible. Plutôt bad COP. Exactement. Que good COP. Ouais. Et donc l'Espagne a aujourd'hui annoncé il y a quelques jours qu'elle reprenait le flambeau, qu'elle organisera en urgence cette COP25 dans un contexte d'urgence climatique, évidemment. Ça augure de grands engagements et de grandes décisions pendant cette future COP. Qui est un peu une COP de transition, là. Mais qui s'annonce pas très bien, effectivement. Ouais. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est un peu une actualité du futur qui dit beaucoup de choses. D'abord parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de violence et de crise sociale générale au-delà du Chili. Dans toute l'Amérique du Sud, il y a beaucoup en ce moment de crises qui éclatent un peu partout. En Équateur, il y a eu des manifestations très violentes qui ont fait 5 morts et plus de 120 blessés aussi début octobre. Là aussi, à cause d'une hausse de tarifs, un doublement prévu du prix des carburants, à cause d'une fin annoncée des subventions étatiques à ces carburants, qui là aussi ont été annulés. Le gouvernement a fait marche arrière. En Argentine, il y a une crise économique majeure qui a provoqué aussi beaucoup de manifestations devant le Parlement, avec une explosion de la pauvreté. Au Pérou aussi, une crise politique avec un affrontement entre le Parlement et le président, le Parlement qui a finalement été dissous. En Bolivie, il y a aussi eu 2 morts lors de manifestations à la suite de la réélection controversée d'Evo Morales. Là, la crise est plus politique vraiment qu'économique. Et puis évidemment, il y a le Venezuela qui est en crise depuis plus d'un an. Plusieurs années. Même depuis 2015, mais avec une crise politique qui s'y a ajoutée l'an dernier. Voilà, et puis on peut ajouter aussi le cas du Brésil qui est dirigé par un fou. Donc globalement... un mec qui préfère aller chez le coiffeur qu'honorer ses rendez-vous avec notre ministre des Affaires étrangères. Entre autres, et comme je disais, qui a aussi annulé l'organisation de la COP25, entre autres folies. Donc voilà, il y a une espèce d'ambiance générale en Amérique du Sud de crise sociale, avec beaucoup de contextes particuliers à chaque pays et de causes locales, mais malgré tout, beaucoup d'analystes pointent des éléments communs, notamment ces inégalités qui explosent un peu comme dans beaucoup d'endroits du monde, et la corruption. Inégalité, austérité et corruption, c'est un peu les thèmes qui reviennent souvent dans ces pays. Si on reprend le cas du Chili, il y a ce paradoxe justement d'un PIB qui augmente très fortement au Chili, et on voit que cette croissance économique ne suffit plus à assurer la paix sociale, puisque les manifestants dénoncent notamment la grande libéralisation et privatisation de beaucoup de secteurs de la santé, de l'éducation. On dit souvent que le Chili était un petit peu un modèle d'expérimentation dans lequel a travaillé Milton Friedman, l'économiste libéral américain, dans les années 70 aux côtés du dictateur Pinochet, pour mettre en place tout un tas de mesures de libéralisation de l'économie. Donc ce contexte d'explosion sociale et d'explosion des inégalités n'est pas forcément, d'ailleurs, si on veut aller plus loin, étranger symboliquement à cette annulation de la COP25, puisque si on suit la grille de lecture de Vandana Shiva, qu'on a interviewé sur notre site il n'y a pas longtemps, l'activiste indienne, écolo, très engagée notamment sur le combat pour des semences libres. C'est ça, voilà, dans l'agriculture biologique. Elle nous a dit il y a quelques jours sur notre site, elle faisait la promo de son bouquin, donc sur les 1%, et elle dénonce ces 1% les plus riches qui, partout selon elle dans le monde, corrompent les démocraties, privatisent le vivant, donc,
puisque c'est son combat, et empêche de régler la crise climatique. C'est un peu le discours que nous tenait aussi Joseph Stiglitz, qu'on a interrogé lui il y a 2 mois auparavant, qui dénonce aussi de la même façon, et ce ne sont pas les seuls, comme beaucoup de gens, ces inégalités croissantes et cette espèce de corruption qui s'installe, ces présidents milliardaires qui sont de plus en plus nombreux, et cette espèce d'élite des 1% transnationale qui s'avère être une espèce de cristallisation autour de cette élite, des crises sociales et des enjeux aussi écologiques. Donc on a cette espèce de mouvement qui est à la fois tragique pour le Chili, mais qui symbolise aussi beaucoup de choses dans les dérives actuelles du monde économique. C'était... juste pour conclure, il y a un dernier petit mot, il y a aussi l'angle collapsologique qui est intéressant et qu'on peut évoquer, parce qu'évidemment nos amis collapsologues sont très branchés sur ces sujets. On voit comment une crise énergétique et des pénuries notamment sur les carburants, si on reprend le cas de l'Équateur, ou sur les transports de façon générale, comment tout ça peut éclater en crise extrêmement violente si on ne prépare pas à l'avance plus de résilience vis-à-vis de la répartition de ces richesses et de la gestion de cette énergie qui pourrait se faire de plus en plus rare. Le prix de l'énergie, le nœud du problème pour le futur. Oui. C'était Vincent Louquez, envoyé spécial à Santiago du Chili. Incroyable. Hispanique. Il nous a fait une page d'histoire, et même pas seulement sur le pays, mais sur le continent. Ouais, c'est le continent. C'est bien, ça nous fait une petite mise à niveau sur la situation politique en Âme Sud. Romane, Annabelle, vous avez envie de réagir ? Juste dire que sur les collapsologues, il y a évidemment, ils en concluent. On peut aussi voir les choses positivement. C'est aussi dingue ce qui peut se passer à partir d'un ticket de métro ou la taxe WhatsApp à Beyrouth. Tout à coup, le peuple est dans la rue et il est inarrêtable, quoi. Oui, parce qu'au Liban, c'est une proposition de taxer les appels WhatsApp, en fait, qui a mis le feu aux poudres. Ouais. Et tout à coup, la révolte populaire, c'est aussi un signe d'espoir, quoi. Tu le disais sur l'angle collapso. Oui, sur l'importance des énergies et des carburants. Quoi. Mais, c'est vrai qu'en Amérique du Sud, il y a aussi les élections qui sont source d'espoir, parce que ça se règle de façon relativement démocratique. Il y a beaucoup de forces de gauche qui sont élues suite à ces crises. Donc c'est pas forcément une dérive autoritaire. L'histoire tient un peu de choses, finalement. À un ticket de métro. Et on passe à la suite. Et c'est toi qui vas passer à la suite. Sujet numéro 2. Attention, devinette. Je rappelle que Annabelle et Vincent peuvent biper à tout moment. On n'a pas de beeper, on n'a pas de buzzer. Vous pouvez m'interrompre, je le sens mal. Vous pouvez crier, vous pouvez hurler le nom de celui qui vous vient à l'esprit. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, je fais le métier de mes rêves après avoir suivi des cours à la faculté des lettres de l'université Constantin le philosophe de Nitra. Ma fiancée, ça laisse dire. Ça commence mal. Ma fiancée, Martina Kusnirova, est archéologue. Nous venons d'acheter une maison que nous rénovons nous-mêmes. Très bon en maths et en logique, passionné par la corruption et la fraude fiscale, je me fais rapidement des amis en Slovaquie, là où je vis et où je travaille. J'enquête aussi sur des hommes d'affaires italiens qui ont investi l'Est de la Slovaquie. Bref, je mets mon nez partout et ça dérange. À tel point que l'entrepreneur et le plus fameux mafieux de Slovaquie, Marian Kostner, a chargé un ancien policier et un ex-militaire, en les payant 20 000 € chacun, de m'assassiner, moi et ma fiancée, à Velika Matza, dans la région de Trnava. Je le prononce sûrement très mal. Très bon accent. Ma disparition avait provoqué des manifestations de rue massives et poussé le Premier ministre Robert Fico à la démission. Qui suis-je ? Alors qui suis-je ? Je crois que tu vas compléter. Bonne question. Est-ce qu'on a des spécialistes de la Slovaquie autour de cette table ? Après le Chili. Des politaires. Eh bien, c'est le journaliste Jan Kuciak. Ah ouais. C'est un journaliste pigiste. On a quand même déjà entendu ça. Eh oui, Jan Kuciak. On en a parlé du coup en 2018 quand il a été assassiné. C'était donc un journaliste pigiste qui travaillait pour différents organes de presse. Il était spécialisé dans les enquêtes sur tout ce qui était scandale économique, corruption, détournement de fonds, la fraude fiscale aussi qui impliquait les personnalités proches du pouvoir et leurs amis. Il avait eu en ligne de mire Ladislav Basternak, le propriétaire d'un complexe immobilier dans lequel résidait Robert Fico, qui était alors chef du gouvernement slovaque, et aussi Marian Kostner, donc un homme d'affaires qui avait acquis un appartement dans cette résidence et qui ensuite l'avait revendu.
Au moment de sa disparition, Jan Kuciak il enquêtait aussi sur des hommes d'affaires italiens liés à l'organisation criminelle 'Ndrangheta, donc la branche calabraise de la mafia. Mais c'est l'homme d'affaires, donc Marian Costner, qui a mis fin à ses enquêtes le 21 février 2018. Alors cet homme-là, il est soupçonné aussi de corruption depuis de nombreuses années. On disait même de lui qu'il régnait sur la Slovaquie. Alors s'il a choisi de faire assassiner ce journaliste, c'était parce que, donc là c'est une citation extraite d'une des conversations qui sont retrouvées dans son téléphone lors du procès, il était impossible de le faire chanter. Selon donc un document judiciaire qui a été cité fin octobre par plusieurs médias, donc c'est pour ça que c'est revenu un petit peu dans l'actualité ces derniers mois. Faire chanter au sens mafieux du terme, hein, bien sûr, pas musical. Voilà. Tout à fait. Et en assassinant du coup Jan Kuciak et sa femme, alors sa femme c'était pas prévu, mais il paraît que les deux commanditaires ont demandé un peu plus d'argent pour en avoir tué une de plus, ce qui est un peu un détail bien glauque. En fait, en faisant cet assassinat, ils se doutaient pas que ça allait déclencher les plus grandes manifestations de l'histoire en Slovaquie depuis qu'elle est démocratique. Et ça a conduit aussi à la démission du Premier ministre, du chef de la police et du ministre de l'Intérieur, car ils étaient tous accusés par les manifestants d'avoir laissé commettre cet assassinat. Donc Marian Costner, il est emprisonné depuis octobre 2018, il attend toujours son procès pour meurtre. Mais en attendant, la Slovaquie, elle est en ébullition, elle découvre sans cesse de nouvelles révélations concernant la corruption, notamment des magistrats. Alors, ça a été qualifié du plus gros échec du système judiciaire par la nouvelle présidente qui s'appelle Zuzana Kapitova. Et qui oui, a on été en avait élue, parlé en mars. derrière ce micro il y a quelques mois. Elle a été élue en mars, absolument. Et elle avait été élue parce qu'elle promettait justement de nettoyer l'État slovaque de la corruption. Et c'est une ancienne activiste en fait anti-corruption, donc elle sait très bien de quoi elle parle. Elle a même eu d'ailleurs affaire à Marian Costner, donc le commanditaire de cet assassinat, et à tous les magistrats qu'il a corrompus dans le passé. Eh ben. Voilà. Encore une affaire de corruption, je note. Et encore une belle mise à niveau politico-géopolitique sur un pays qu'on ne connaît pas trop. Là, on a mis la barre très haut. Hein. On est quand même entre le Chili et la Slovaquie. On n'a pas trouvé... on n'a pas été bon sur les devinettes. Sur les devinettes, pour l'instant, on n'est pas bon. Par contre, on est clairement dans une ambiance corruption qui ne connaît pas de frontières. Vous voulez réagir, Vincent ou Annabelle, sur le cas slovaque ? Mais oui, non, c'est vrai que je reste un peu monomaniaque, mais c'est que ça rejoint beaucoup ce que je disais moi sur l'Amérique du Sud, c'est qu'on est peut-être dans un monde qui supporte de moins en moins la corruption, enfin qui réagit de plus en plus. On a l'impression qu'il y a un peu partout. Et Annabelle parlait du Liban. Il y a aussi ce ras-le-bol au Liban en ce moment. Et puis on pourrait parler même de la crise en Algérie, de beaucoup de pays où on a une impression comme ça de... Et puis à Hong Kong, évidemment, une révolte populaire globale, effectivement, qu'on peut voir de façon assez optimiste, en fait, en se disant que les peuples se réveillent un peu partout, sans trop savoir où ça va aller. Mais peut-être que tout ça est lié à une plus grande transparence, à d'autres façons de réagir. En plus, ce qui est dramatique, c'est que il fait partie, en fait, ce journaliste, de la première génération des journalistes indépendants en Slovaquie qui se permettaient, du coup, de couvrir et de faire de l'enquête sur ces problèmes de corruption. Et ça a mis un coup, en fait, à tous ces jeunes journalistes qui étaient partis avec plein d'ambition et qui travaillent encore actuellement sur ces sujets-là et qui ont du mal à faire respecter la liberté de la presse en Slovaquie. Oui, on ne sait pas trop comment ça va se terminer encore en Slovaquie, quoi. Ouais, le dossier est encore ouvert. Et ben, on va enchaîner avec notre troisième profil d'actu. De qui peut-il s'agir ? Peut-être de toi, Blaise. Vous allez le savoir, je vais me faire deviner moi-même, car j'ai marqué l'actualité du mois d'octobre. Non, c'est pas moi, c'est un indice chez vous. Il ne s'agit pas de moi, mais c'est moi qui vais jouer avec vous au jeu des devinettes. Attention, c'est parti. Mon nom de jeune fille est Lalouette. Mes deuxième et troisième prénoms sont Madeleine et Odette. Et mes deux fils s'appellent Thomas et Pierre-Henri. J'aime passer mes vacances en Corse et j'offre régulièrement à Angela Merkel des confitures à la framboise préparées dans ma résidence secondaire de Normandie. D'ailleurs, Paris Match dit de moi que je suis aussi à l'aise avec des villageoises du Burkina Faso qu'avec la chancelière allemande. Pour mon pot de départ, tout récent, en octobre, 250 invités sont venus, parmi lesquels Ivanka Trump, Lakshmi Mittal, le milliardaire indien, Alan Greenspan ou encore Bono, le chanteur de U2. Et j'en ai profité pour chanter « Non, je ne regrette rien ». Alors, ça n'est pas Nicki Minaj. Ah, ça l'a pris sa retraite. Et j'en ai profité pour chanter « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf.
J'ai dit, je pense que j'ai dû être un dauphin dans une vie intérieure. C'est ce que j'ai déclaré en 2011 au Ça New aurait York pu être Times, Nicki Minaj. en me souvenant de mon adolescence passée dans les piscines du Havre quand je faisais partie de l'équipe de France de natation synchronisée. Mais oui, j'ai épousé un homme d'affaires marseillais, j'ai dirigé un cabinet d'avocats américains employant 9000 salariés dans 35 pays et je connais Davos comme ma poche. Classée 3e femme la plus puissante du monde en 2018 par le magazine Time, je viens de quitter un super job à Washington avec à la clé un salaire annuel de 460. Lagarde. Ah ouais. On va accorder le point Il y simultané avait un double. parce qu'il y a eu Christine et Lagarde quasiment dans la même seconde. Donc il s'agit bien de Christine Lagarde, peut-être vous pouvez nous le refaire. C'est Christine. Lagarde. Voilà. Bravo. Bravo. Oh là là. Ah, mais en C'est fait, j'avais J'ai pensé mis au début tellement et je me de suis dit, il y a temps. tellement d'éléments YOLO dans cette présentation oui, que j'ai pas du tout osé dire ça. Et puis, ouais. C'est le super job à Washington qui vous a mis Ah la, bah, la ouais. Et la puce à l'oreille. confiture Mais les de confitures, ça m'a framboise, perdu, là. Ça m'a perdu. Angela, bien sûr. Préparé dans sa maison Incroyable. de Normandie, c'est incroyable. Et il paraît qu'Angela Merkel lui offre en retour de la musique. Alors je ne sais pas si c'est des disques ou si c'est des instruments, c'était pas très clair. Mais j'ai trouvé cette information sur la confiture de framboise assez Et elle a troublante. chanté, non, je ne regrette Oui, rien. alors il y a à beaucoup vous. d'articles sur ce pot de départ donc, qui a eu lieu il y a 3 semaines, qui Waouh. était un truc hyper VIP, Ok. avec vraiment que des stars, quoi. Et elle a chanté Edith Piaf. Incroyable. On aimerait voir ces images, mais je crois que malheureusement il n'y en a pas. Ok. C'est une biographie qui fait plus penser à Bernadette qu'à Christine Lagarde. Alors, un personnage. Ouais. Justement, je termine. Christine, qui donc avait ce super job à Washington, donc à la tête du FMI, salaire annuel de $468 000 quand même, Pas mal. budget pour les frais de $83 000. On est sur des salaires annuels, hein, évidemment. Bien sûr. Elle va donc désormais s'installer à Francfort en Allemagne, où elle succède à Mario Draghi, alias Super Mario, puisque Christine Lagarde va diriger la Banque Centrale Européenne. Féministe, elle a déclaré après la crise des subprimes qu'une entreprise appelée Lehman Sisters aurait certainement causé moins de problèmes que Lehman Brothers. J'aime bien cette phrase. Et elle a fait aussi, évidemment, une sacrée carrière politique. J'avais gardé cette info pour la fin, sinon c'était trop facile. Elle a été successivement ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie et des Finances à Bercy, et elle a donc succédé à Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Et donc, le 1er novembre, il y a 4 jours, Christine Lagarde est devenue la première femme à prendre la tête de la Banque Centrale Européenne. Elle était déjà devenue la première femme à la tête du FMI, donc c'est quand même pas anodin. Elle était ces derniers mois à la tête de l'institution, donc où malgré les critiques sur sa gestion de la crise grecque, le FMI avait une politique très très rigoureuse. On s'en souvient de cet épisode de la crise économique grecque. Malgré aussi une certaine complaisance avec les positions économiques des États-Unis, ça lui a été beaucoup reproché, son bilan est plutôt positif. Elle a réformé la gouvernance de l'institution pour accorder plus de poids aux pays émergents. Elle a fait entrer le yuan, la monnaie chinoise, parmi les monnaies de référence du FMI. Christine Lagarde a aussi élargi le champ de travail de l'institution aux questions d'inégalité et de changement climatique qui n'étaient pas vraiment des sujets côté FMI avant qu'elle arrive. Et apparemment, je ne le savais pas, mais elle a instauré la prise en compte de l'égalité des genres au sein des différents programmes d'aide du FMI. Donc, féminisme à l'échelle méga VIP, méga top institution économique mondiale. Mais les choses bougent aussi là-haut du côté du FMI. En 2016, elle avait été jugée coupable par la Cour de justice de la République, on s'en souvient peut-être, mais dispensée de peine. La Cour avait considéré qu'elle avait agi avec négligence en autorisant... en 2007, une procédure arbitrale avec Bernard Tapie pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Et l'arbitrage avait attribué plus de 400 millions d'euros d'argent public à l'homme d'affaires. Ce n'était pas rien, mais donc elle avait été jugée négligente, mais pas de prison. Et donc Christine arrive à la tête de la BCE, où elle va avoir beaucoup de travail. Tous les experts en la matière lui annoncent des années compliquées. Car il va falloir faire face à la prochaine récession dont on sait qu'elle est imminente, dont tout laisse à penser qu'elle est imminente, puisque le ralentissement déjà en cours, puisque le ralentissement économique mondial se profile. La BCE est profondément divisée entre des pays du nord de la zone euro dont l'épargne est pénalisée par des taux d'intérêt très bas, et des pays du Sud qui seraient aujourd'hui dans l'incapacité de refinancer leurs dettes sans des taux aussi bas, justement. Donc il y a un vrai gap entre deux familles de pays. L'Europe ne parle pas d'une seule voix sur la question économique. Et puis, je trouve intéressant le profil de Christine Lagarde parce qu'à terme, si elle s'en sort à la BCE, où s'arrêtera celle qu'on appelle la reine Christine ? Où s'arrêtera cette ascension ? Première femme à la tête du FMI.
Première femme à la tête de la BCE. Elle a... Plus Becky Erika, peut-être. Bah, peut-être. Et pourquoi pas. Qu'est-ce que tu peux faire de plus, quoi, finalement? Une sorte de consécration. Alors, il paraît que Giza a un portrait d'elle dans le Monde très intéressant. Elle a très bonne réputation, elle n'a savonné la planche de personne pour arriver là où elle est. Il paraît qu'elle est, dans son relationnel, extrêmement fair, extrêmement juste. Et que, voilà. En mode Lehman Sisters, quoi. C'est une Lehman Sisters, clairement. J'aime beaucoup cette citation. Voilà, c'est le féminisme en tailleur et petit four. Mais féminisme quand même. Voilà. Donc, Christine Lagarde, bravo. C'était un peu plus une star quand même que les deux premiers. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, un peu plus facile, mais on a galéré. T'as bien. Je suis allé vous chercher des fun facts. Bon, très bien. Christine Lagarde, bien joué. On donne le point évidemment à Annabelle et Vincent pour une découverte pour une simultanée. Fois qu'on en trouve un, c'est une grande première aujourd'hui. Donc, Vous voulez réagir sur Christine? Il y a peut-être juste le fait qu'effectivement c'est une femme politique avant d'être une dirigeante technocrate. Et on dit souvent aussi que c'est ce qui va changer à la BCE, c'est qu'en fait elle peut apporter une dimension politique à la BCE, Absolument. Qui jusque-là était quand même assez dans les normes et dans les clous de ce que demandait surtout l'Allemagne d'ailleurs. Et donc elle peut apporter peut-être une politique un peu plus foufou, qui peut en situation de crise être assez intéressante et apporter d'autres politiques monétaires notamment. Elle vient ni du monde de la banque ni du monde de la finance. C'est une vraie avocate. Je trouve ça toujours compliqué de comprendre quelle est leur réelle latitude, tu vois, ces personnes-là dont on sait peu de choses, enfin dans des organisations aussi d'autant plus qu'on apparemment c'est vraiment Macron et Merkel qui sont allés la chercher. C'est-à-dire qu'elle n'a pas candidaté pour être à la BCE. Et c'est suite au mercato et au remaniement du printemps avec Christina von der Leyen et le nouveau casting il fallait une française comme bruxellois, il fallait à la tête de la commission. Absolument. Et donc Christine Lagarde s'est un peu imposée, pas par défaut, parce que mais il y a un peu de ça quand même. Ils sont vraiment, et c'est vraiment a priori. Non, il n'y en a pas 12 000 qui ont cette expérience-là. Et ils sont allés la chercher sans qu'elle candidate pour ça. Mais bon, le challenge est intéressant. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est sur les normes de création monétaire et de choses qu'elle peut faire de façon un peu plus hors des clous, quoi, qui peut être intéressant. On va voir. On va voir Christine. Bon courage, Christine. D'ailleurs, on te souhaite tout le bonheur du monde. Dernier chapitre de ce podcast spécial Actualité du futur avec toi, Annabelle. Je te laisse la main pour notre dernière personnalité mystère. C'est parti. Né le 7 janvier 1985 à Stevenage dans le Hertfordshire en Angleterre. Je suis l'un des plus proches amis de Rowan Atkinson, créateur et interprète du personnage de Mr Bean, avec lequel je partage une même passion pour la vitesse. Je débute le karting à l'âge de 8 ans et mon coup de volant inimitable est déjà là. À 9 ans, je remporte mon premier championnat national, puis le 2 novembre 2008... Bravo Vincent. Le copain de son prénom. Mr Bean, quoi. Lewis Hamilton. Alors pour ceux qui le connaissent aussi mal que moi, je continue. Donc le 2 novembre 2008, je deviens le plus jeune champion du monde de l'histoire de ma discipline sur bitume, dans laquelle je réapparais au sommet du podium en 2014, 2015, 2017, 2018. Puis ce dimanche 3 novembre, à 34 ans, pour mon 6e titre de champion du monde, ce qui me place désormais à un titre derrière Michael Schumacher. Très active sur les réseaux sociaux, je suis suivie par plusieurs millions d'abonnés sur Twitter, Instagram, Snapchat. Et le 15 octobre, je prends tout le monde de court avec un long message, depuis effacé. Et c'est pour ce message que je vous parle de lui, parce que là, vous vous dites... super, ce 6e titre de Formule 1, mais bon, so what? Ça m'étonne de te voir sur ce terrain-là. Mais... Le 15 octobre, j'écris. J'ai envie de tout abandonner. J'ai mis 32 ans à comprendre l'impact que j'ai sur le monde. Je veux que ma vie ait un sens et honnêtement, jusqu'à présent, elle n'en avait aucun. Je vous appelle à faire des recherches, à trouver en vous la compassion pour reconnaître ce à quoi vous contribuez via votre alimentation, ce qui permet à l'industrie de la viande et à l'industrie laitière de prospérer, et donc à la déforestation et la cruauté envers les animaux de prospérer, tandis que nos océans et notre climat se dégradent chaque jour. Devenez vegan, c'est la seule façon de sauver réellement la planète aujourd'hui. Sur ce, il annonce avoir vendu son jet, ouvert à Londres un restaurant vegan qui s'appelle Neat Burger, où la viande est proscrite, et il efface son message.
Et il y a plein de réactions. Il a effacé son message. Et il a effacé son message. Incroyable. Donc c'était une story sur Instagram où il y avait vraiment... Enfin là, je vous en ai lu qu'une partie, donc un très très long message. Qui donc n'est absolument pas passé inaperçu. On l'a accusé d'être hypocrite, puisque, rappelons-le, c'est un tout petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, puisque l'empreinte carbone des pilotes est énorme entre leurs voyages, entre les différents... Il faudrait 3 vies, en fait, continents. Sans rester au vegan pour... Et pour les transports logistiques à coups de camion. Mais ça m'a interpellée. Pourquoi ? Parce qu'on a absolument besoin que des stars de cette envergure, des champions, des personnes qui sont suivies par des millions de personnes pour leur talent, leur palmarès ou leur coup de volant inimitable, se fassent l'écho des alertes sur l'urgence climatique. Mais évidemment, on attend un minimum de cohérence. Il y a eu cette étude, je ne sais pas si vous l'avez vu passer le 23 octobre dernier, un chercheur suédois publie une étude qui s'appelle « Célébrité, trajet aérien et normes sociales ». Et il a tout simplement établi un classement des 10 célébrités dont les déplacements ont le plus pollué en 2017. Et je vois que, Roman, tu fais une tête désolée. Parce tu que n'es pas dedans, hein, si jamais. Non, ouais. mais tu l'as vu passer. Et tu sais qu'il y a la 10e place. Je me rappelle plus. C'est lui ? Mais non. Non, c'est pas lui, mais c'est Emma Watson. Ah non. Bah oui, je croyais que c'était pour ça que ça Ah ouais, non, j'ai pas dû aller jusqu'au je brise ton cœur. Les private jokes. Bah, private joke, tout le monde sait que Roman est fan d'Emma Watson. C'est pour son combat pour les femmes qu'elle a dû se ça. déplacer beaucoup. Mais... Ouais. Donc en tête, on a Bill Gates avec 1600 tonnes de CO2 émises en 2017. Il aurait pris l'avion à 59 reprises, la plupart du temps dans son jet. Un Bombardier BD 700. C'est pas énorme, j'aurais dit plus. Tu vois. Et parcouru 343 km. En deuxième position, on a Paris Hilton. Et puis ensuite, on a Jennifer Lopez. Et puis après, tu as le footballeur allemand André Schürrle, pilote allemand Félix van der Laden, la femme d'affaires et ancienne PDG d'eBay Hewlett-Packard Meg Whitman, mais aussi l'animatrice et productrice américaine Oprah Winfrey. Et ensuite... Lewis Zuckerberg et ensuite Emma Watson. Non, Lewis, c'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il a vendu son jet. Il n'est pas dedans. Ce qui est intéressant aussi, et ça c'est un hasard, mais certaines stars viennent d'admettre leur schizophrénie dans une lettre publiée par Extinction Rebellion. Dedans, tu as Benedict Cumberbatch, Tom York et Lily Allen, qui s'adressent aux journalistes et qui disent « Chers journalistes qui nous avez traités d'hypocrites, vous avez raison. Notre empreinte carbone est élevée et celle des industries dont nous faisons partie est énorme. Comme vous et tous les autres, nous sommes coincés dans une économie basée sur l'énergie fossile et sans changement radical. Nos styles de vie continueront à endommager le climat et l'écologie. » Ils ne s'engagent pas à arrêter leur train de vie, mais ils font amende honorable. Trop anglais. Ouais. Oui, mais je pense que ça devait être ils ont dû être sollicités par Extinction Rebellion UK. En fait, je voulais, avec toutes ces différentes actus, vous poser la question parce que je n'ai pas de réponse. Il y a aussi Leonardo DiCaprio. Alors oui, on a revendu nos jets, si c'est ça ta question. Leonardo DiCaprio qui s'est affiché avec Greta Thunberg et qui dit que c'est... la leader de notre époque, enfin une leader, mais bon, l'histoire nous jugera sur ce que nous faisons aujourd'hui pour garantir que les générations futures puissent profiter de cette même planète que nous avons tenue pour acquise. Donc lui, c'est le champion pour s'ériger en super-héros de l'environnement. Il produit des films écolos, des documentaires, donc très bien, mais je pense que l'étude du Suédois... doit pas le trouver très très loin. Il est 11e. Sur la liste. Voilà. Donc, j'attends donc vos solutions. Ah, moi j'ai plein de trucs à dire. Ouais. Je me suis dit c'est un sujet à débat. Donc, ouais. Donc peut-être. Ouais. Bah écoute, pour lancer, moi je trouve ça hyper intéressant. Je trouve toujours bizarre ce procès en pureté. Ce shaming. Ouais. Non, c'est pas mon ambiance le shaming, de toute façon, toi-même tu sais. Mais je trouve que on sous-estime la capacité, tu as écrit dessus d'ailleurs pour Uzbek Erika, plusieurs articles sur le sujet, la capacité de certaines personnalités
qui sont des rôles modèles, voilà, incarner le changement et donc à faire un effet boule de neige. C'est un peu une théorie du ruissellement pour le meilleur, et celle-là, je pense qu'elle marche, c'est celle de l'imitation sociale. Elle n'est pas aussi scientifique, mais ça joue. Et donc, si on commence à se tirer dans les pattes sur savoir est-ce qu'il est assez pur ou est-ce que la moindre de ses actions est immédiatement moquée parce qu'il est dans le camp des méchants, je pense qu'on ne va pas y arriver, quoi. Donc, je trouve étrange d'avoir supprimé, d'être revenu sur ça s'il l'a vraiment fait. Enfin, si le type a vendu son jet et ouvert un restaurant vegan, on va quand même pas trouver ça mal, quoi. Enfin, je trouve ça étrange comme mécanisme. Et puis, je pense qu'il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. En fait, l'argument, c'est pas tellement l'histoire nous jugera. Je pense qu'il faut juste que tout le monde se bouge, quel que soit son niveau socio-économique. On n'a plus le temps de se tirer dessus, quoi. Est-ce que leur message il perd pas de la force dès lors que non, au contraire. Dès lors que tu vois qu'ils incarnent pas du tout les valeurs qu'ils défendent, quoi. Mais qui incarne Non, mais tu vois, c'est marrant ça. Greta incarne justement. Mais... C'est marrant, il y avait ce truc assez triste dans le justement. Enfin, elle riait jaune en disant j'ai pris le bateau pour aller en Amérique et maintenant est-ce que vous avez un bateau s'il vous plaît, il faut que j'aille en Espagne pour la COP25 qui est de l'autre côté. J'avais pas anticipé ça et elle veut ne pas prendre l'avion pour y aller. Mais effectivement, enfin moi j'avais avec le même argument que toi, Blaise, j'arrivais à la conclusion différente, c'est qu'effectivement c'est très important d'un point de vue d'imitation sociale que ces influenceurs puissent influencer cette révolution culturelle dont on a besoin, mais en même temps c'est pas crédible s'ils font pas ce qu'ils disent. Si t'as beaucoup d'argent, que t'as un jet et que tu le revends parce que tu t'en fiches, tu peux prendre l'avion 15 fois par jour de toute façon, les gens vont continuer à regarder ce qu'il fait, et s'il continue comme les footballeurs ou comme le Griezmann aussi, on en parlait cet après-midi, qui a pris l'avion pour aller voir un match de NBA, pour voir un match de l'autre côté de l'Atlantique. Et en fait, c'est important, je pense, d'être dur ou d'être en tout cas rigoureux avec eux, parce qu'effectivement, ils ont une influence énorme et que si ils font pas ce qu'ils disent, personne ne le fera jamais, quoi. Oui, mais après, est-ce que des petits pas comptent ou est-ce qu'il faut que tout le monde soit exemplaire, en fait? Moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse décréter comme ça le basculement de chaque individu dans une espèce d'attitude idéale, quoi, qui serait définie sur quels critères et à partir de quel modèle, en fait. C'est ça, je pense qu'il faut... C'est un débat plus large, qui est celui de la liberté, après, mais... Je pense que faut prendre ce qui est bon à prendre pour des gens qui il y a encore 2 ans ou 3 ans, il aurait jamais fait ça, en fait. Donc je pense qu'on sous-estime aussi la vitesse de basculement dans les esprits et d'incantation de ces idées écologiques dans des esprits qui n'étaient pas du tout formatés pour, quoi. Et le danger, c'est que ça bascule justement que dans l'affichage pour l'instant. C'est un peu comme avec justement, tu disais qu'Hamilton parlait du véganisme. On n'a jamais autant parlé de végétarien, de véganisme, et on n'a jamais autant mangé de viande en France. La consommation de viande augmente. Donc en fait, c'est un peu dangereux peut-être d'inciter sur le fait que c'est super enthousiasmant, le message progresse. En fait, ça n'empêche pas qu'on mange de plus en plus de viande, qu'on achète des SUV de plus en plus et qu'on pollue de plus en plus. Je veux dire, on est tellement baigné dans une ambiance écologique depuis des années, et malgré tout, les gens continuent de polluer de plus en plus. Donc en fait, il y a quelque chose qui doit dépasser le simple discours. Et c'est pour ça qu'il faut être exigeant, je pense, avec les actes. Si on commence juste à applaudir parce que tout le monde a des beaux discours sur Twitter, ça fait qu'on continue d'aller dans le mur, quoi. Et ça pose la question de la responsabilité collective et pas seulement individuelle, qui est aussi un des grands débats de l'écologie et de son efficacité à l'échelle mondiale. Romane, tu voulais réagir? J'ai un exemple un peu plus rigolo. En Angleterre, ils avaient accusé Meghan Markle d'être beaucoup plus polluante que Kate Middleton, parce que c'était le gros débat. Oui, mais elle porte des Véjas. C'est pas faux. Mais en fait, en Angleterre, ils surveillent beaucoup les dépenses de la famille royale, et c'est passé aussi. Ils ont passé au crible aussi les déplacements, notamment pour savoir si tous les déplacements diplomatiques et autres étaient plus ou moins écolos ou autres. Et en fait, ils se sont rendus compte que Kate Middleton, par exemple, a refusé de prendre l'avion pour aller jusqu'en Écosse, pour aller dans son château avec ses enfants. Elle avait pris le train comme n'importe quel Britannique, ce qui n'était jamais arrivé en fait pour la famille royale. Et Meghan Markle, par contre, avait pris une raclée dans la presse parce qu'elle avait pris je ne sais plus combien de fois son jet privé pour aller en Afrique du Sud quand il s'était déplacé et dans d'autres endroits où elle devait en fait faire acte de présence pour une journée et revenir, quoi. Et ça pose pas mal la question aussi, parce que c'est des personnes qui en fait doivent s'afficher tel jour en Espagne, tel jour en Italie, revenir en Angleterre pour une soirée, un gala, repartir à New York. Est-ce qu'il y a vraiment une solution pour ces gens-là? Les hologrammes.
voilà. Tu poses la question de la royauté. Est-ce que la royauté a un sens en 2020 ? Et je pense que c'est un super sujet, mais qu'on pourra d'ailleurs peut-être traiter sur le futur de la royauté britannique. Mais... Ouais, vas-y, non, Annabelle. mais je trouve que ça pose la question de ces stars qui sont stars parce que leur activité est juste internationale. Qu'est-ce que tu fais si tu es chanteur et que tu t'es Rihanna et tout à coup tu arrêtes les tournées? Oui. Donc, soit dans le. Gens qui ont besoin qu'ils le font, tu vois. Soit dans le domaine du divertissement, du sport, et puis après, tu as vraiment ceux qui alertent sur le. On a besoin ceux qui alertent sur le changement climatique, que ce soit les chercheurs ou des stars, on a besoin qu'ils se déplacent. Et pour prêcher la bonne parole. Ouais, est-ce qu'on arrête ça du coup? Non, mais c'est pour ça que je trouve toujours ça ridicule quand on dit ah oui, mais Yann Arthus Bertrand, il a fait un documentaire, bravo l'impact carbone. C'est totalement ridicule parce qu'individuellement ton impact ne compte pas. Ce qui compte, c'est la dynamique collective. Et effectivement, s'il y a que les gens qui avaient un message intéressant qui continuent à se déplacer, le problème serait déjà réglé. On peut tout à fait considérer. Après, comment tu choisis? Est-ce que Britney Spears, ça vaut mieux que tu choisis avec son DVD de Home qui pour le coup a été acheté partout. Tu choisis c'est un critère qui est culturel. C'est pour ça que c'est une bataille qui est culturelle. Tu dois définir culturellement ce qui en vaut la peine et ce qui en vaut pas la peine. Tu peux considérer qu'aller faire ton shopping à New York un week-end, ça n'en vaut pas la peine, et que parce que c'est ton métier et que tu en vis en tant que chanteuse, ça en vaut la peine. C'est pour ça que l'enjeu. De toute façon, tous ceux qui sont dans la top list, ils pourraient te sortir ces arguments-là. Ils y vont parce qu'ils vont défendre une cause, c'est leur métier. Mais après, c'est la société de définir ensemble ce que culturellement tu acceptes ou pas. D'un point de vue éthique, tu peux considérer que c'est honteux, c'est scandaleux d'aller pour voir un match de baseball ou pour faire du shopping à New York un week-end. Surtout qu'il risque de se blesser, Griezmann. Il est en vraiment bête. C'est surtout ça qui est scandaleux. Bien sûr. Moi, je suis le FC Barcelone, je suis pas content. Eh bien, c'est très bien. C'est le café du commerce, mais version écolo et people un peu, bon avec ce dernier chapitre. Et c'est déjà l'heure de se quitter. On a parlé de plein de choses, on a appris plein de choses aussi, c'est cool. On espère que vous aussi, on vous donne rendez-vous très très bientôt pour continuer à parler de futur, d'actualité du futur et de culture dans le futur. Et mettez-nous des petites étoiles et des commentaires. Bien sûr, les petites étoiles, les commentaires, les messages sympas. On aime ça. On n'est pas branché shaming, mais on adore les petites étoiles. Et vos petits retours aussi. Parce oui, qu'on aime bien, et des retours, absolument. Des critiques. Améliorer. Voilà, ça c'est trop long, ça c'est bien, vous parlez trop de ça. Là, il manque ça, la moitié du podcast parce que ça a mal chargé. Voilà, ce genre de truc. On veut tout savoir. Des retours positifs et des retours négatifs. Pas de shaming, mais des petites étoiles. Allez, à bientôt dans le futur. Salut tout le monde.